Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez enregistré 11 albums en même temps. Dans une société où tout augmente, on pourrait s'en plaindre. Ce n'est pas le cas de vos amis qui applaudissent aussi votre spectacle. La vie est un conte de fou, car justement, les bons contes font les bons amis. Bonjour Linda Lemay. Bonjour, ça va bien? Très bien, écoutez, ça va très bien, puisque entre Québec et Paris, on vous a enfin récupéré. Oui. Avec ce 6e et 7e album de cette collection. Et vous êtes toujours aussi rayonnante, souriante, heureuse de vivre. Oh, mais ça rend heureuse de faire ce qu'on aime, de rencontrer le public, de sentir que tout le monde me suit dans cette espèce de grosse aventure où est-ce qu'on aurait pu me traiter de folle. On me traite de folle, mais oui, positivement au moins. Alors, il y a 11 albums qui sortent petit à petit, on va en parler tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, et vous étiez venu tout au début de l'émission, c'est la 35e émission, on est à la 1110e, oui. Le temps passe. On va évoquer votre vie à travers des dates clés. Et j'ai trouvé une date que je ne connaissais pas, c'est le 29 septembre 1990. C'est une séquence au journal régional de Bretagne qui évoque un festival, le Québec chante à Saint-Malo. Oh, ça et vous êtes dans cette séquence, écoutez. Chapeau que j'ai acheté, que j'ai payé plein prix, mais j'aurais pu marchander. Je rapporterai les grains du sable de la plage, collés au maillot de bain, enfouis dans mes bagages. Alors ça, on vous voit en jean, avec un chapeau sur la tête, et c'est votre première télé en France, je crois. C'est le premier spectacle. J'avais fait la première partie de Claude Léveillé, et j'étais très impressionnée de ça. J'étais une parfaite inconnue. Je venais à peine de sortir un tout premier album qui n'avait pas été un grand succès, mais le public avait tellement bien réagi. Ça reste un de mes plus grands souvenirs, une de mes plus grandes émotions à vie, ce spectacle-là à Saint-Malo. Donc, ça a été le début de ma carrière en France. Oui, parce que vous découvriez la France et la Bretagne en même temps. Exactement. Puis moi, à Saint-Malo, je me sentais un petit peu comme dans la ville de Québec. Si vous connaissez Québec, c'est vrai que c'est à peu près la même énergie qu'on retrouve à Saint-Malo. Donc, j'avais adoré mon moment. Et Claude Léveillé venait de sortir un nouvel album, le premier depuis 10 ans, je crois. Et il avait évoqué notamment son amour pour Félix Leclerc, qui est venu en France d'ailleurs en 51, en disant « Mais je savais même pas que la France, c'était aussi près, il pensait que c'était très loin. » Oui, ça se peut. Et Félix Leclerc a vécu à l'île d'Orléans, où il y a aujourd'hui sa fondation que vous connaissez. Ben oui, que je connais. Puis il y a une belle salle de spectacle aussi sur l'île. L'espace Félix Leclerc, je pense que ça s'appelle. En tout cas, je me suis produite là à quelques reprises. C'est toujours un grand bonheur parce qu'il y a, justement, il y a son souvenir qui est là, qui nous inspire. Oui, alors, première télé, c'est en 90, et 6 ans plus tard, c'est votre seconde télé sur l'île d'Orléans. Ça passe dans la chanson oui, avec cette chanson. Le plus fort, c'est mon père, vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire le plus fort, c'est mon père. Cette chanson, vous vous en souvenez, c'était tourné à l'île d'Orléans? Oui, je me rappelle, il fallait que je fasse du lip-sync. Et puis, il y avait Pascal Sevran qui était totalement ému par ce texte-là, par cette musique-là aussi. Et suite à ça, il m'a invité à maintes reprises dans son émission La Chance aux chansons pour m'offrir des émissions complètes, faire de la place à mes chansons. Donc, il a été d'une grande générosité. Oui, et c'est vrai que cette chanson, c'est une des premières qu'on ait connues en France. Oui, et ça, tu vois, le plus fort, c'est mon père. C'est un succès qui n'a pas été un succès instantané, mais sur des années, c'est devenu presque un incontournable. Ça s'est fait une place dans le cœur de plein de gens, de plein de familles. Les gens se sont bien appropriés ces mots-là pour leur propre famille. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que votre première chanson, je crois, à l'âge de 9 ans, Linda Lemay, s'appelle « Papa, es-tu là ?» Tu vois, ça annonçait ce qui allait suivre. Et en plus, c'était très dramatique. Ça parle d'une petite fille qui cherche son papa alors que sa maman est en train de mourir. Donc, j'allais loin dans les émotions déjà à 9 ans. Et suite à ça, ben, c'est ça. Je me suis toujours laissée inspirer par la peur de perdre ce qui m'est cher, parce que je suis très consciente de la valeur que ça a. Et moi, je me souviens de l'émotion de votre père, Alphonse, et de votre mère, quand ils vous ont découvert sur scène. Je crois que c'était un moment incroyable pour eux comme pour vous. Ben ça, c'est sûr. Puis d'ailleurs, c'est beaucoup grâce à ma maman
si je fais ce métier-là, parce que c'est un petit peu improvisé comme ma première manager, et c'est elle qui m'avait offert, elle s'est dit, non, ça se peut pas que ces chansons-là restent dans le sous-sol chez nous, il faut que les gens entendent. Elle m'a proposé de me remplir des papiers pour m'inscrire à mes premiers concours, et ça a été concluant, justement. Alors, le papier, justement, je crois que c'est l'industrie locale à Portneuf. Il y a c'est la spécialité. Oui. Et à mon avis, vous avez été une bonne cliente avec toutes les chansons que vous avez écrites. Ça, c'est sûr. J'ai vraiment... oui, les chansons, j'ai toujours été très, très, très inspirée. Il y en a toujours sorti beaucoup. Mais c'est venu comment, cet amour de la chanson, Linda Lemay? Mais c'était l'amour de la poésie au départ. Si j'avais pas écrit des textes, je serais jamais devenue chanteuse de ma vie parce que c'était pas mon talent de chanteuse qui était remarquable au départ. C'était réellement ma plume. Et quand je me suis assise au piano dans le sous-sol de chez mes parents et j'ai vu que quand je mariais piano et voix et la poésie, ça donnait des chansons et que c'était beaucoup plus facile de communiquer ce qui se passait dans mes poèmes. Alors, ça a été un coup de foudre et après ça, j'ai laissé l'émotion me guider. Oui, mais il fallait apprendre la musique. Mais j'avais pris 3 ans de cours de piano. Mes parents nous avaient inscrites, les 3 filles chez nous, à prendre des cours de piano. Et donc, ça a été au piano, même le premier rapport que j'ai eu avec la musique. Mais quand le père d'un de mes premiers amoureux m'a donné une guitare, eh bien là, ça a changé mon rapport avec la musique. Tout à coup, je me mettais à écrire encore plus de chansons que d'habitude. Aussitôt que j'apprenais un nouvel accord sur la guitare, ça donnait à peu près 10 nouvelles chansons et ça a été la folie depuis ce temps-là. C'est une guitare blanche, je crois, d'occasion. Oui, c'était une guitare trouvée dans un marché aux puces. C'était assez difficile de jouer, d'appuyer sur les cordes. J'avais les doigts en sang, mais j'étais tellement passionnée que rien ne m'arrêtait. Ah ouais, alors rien ne vous arrêter. Finalement, on dit aussi, Linda Lemay, que vous étiez presque une enfant solitaire, timide, et la chanson était une sorte de défouloir. Mais j'étais tellement effacée que je me demandais si j'existais vraiment. Évidemment, j'existais dans ma famille, mais j'observais le reste du monde en me demandant qu'est-ce que j'allais bien faire avec ce monde-là, puis est-ce que j'allais plonger un jour? Puis c'est seulement vers l'âge de 16-17 ans que j'ai osé plonger dans le monde et que je me suis rendu compte que je n'étais pas plus bête qu'une autre et que j'avais peut-être quelque chose à apporter à ce monde-là. Et vos premiers textes, vous les avez conservés ou ils ont disparu? J'ai tout conservé. D'ailleurs, ma mère était quelqu'un qui conservait l'essentiel, mais tout ce qui touchait à mes chansons, elle trouvait que c'était l'essentiel. Et votre première scène, je crois, c'est l'église de Portneuf. Oui, parce que j'aime ça appeler ça comme ça, bedeau. Donc, on peut dire sacristine, mais moi, je trouve ça plus drôle quand on dit hey, j'étais bedeau à l'église. Donc, on entretenait l'église, ma sœur, moi et ma mère. Et donc, il y avait le micro qui était là, qui s'offrait à moi. Il y avait personne dans l'église pendant qu'on lavait les planchers et tout ça. Donc, je montais parfois sur l'autel et puis là, j'allais m'installer au micro et j'osais fredonner mes premières chansons. Et ensuite, il y a eu le public. Il y a eu un premier concert, je crois, c'est le 25 novembre 1988. Un premier concert. Et surtout, il y a eu le festival de la chanson de Granby qui a changé votre vie. Un autre grand moment dans ma vie, on parlait tout à l'heure de Saint-Malo qui avait précédé ça, mais c'est grâce au festival de la chanson de Granby que j'ai pu me rendre en France pour rencontrer le public français. Ça faisait partie du prix que j'ai gagné en 1989, prix auteur-compositeur-interprète. Et je ne m'attendais pas à ça parce que j'étais entourée de ce que j'appelais des vrais chanteurs, alors que moi, je me considérais comme vraiment... je faisais ça de façon... C'était très amateur, ma façon de faire le métier, que je pensais, mais de me faire découvrir par les juges qui étaient là. Donc, il y avait Ginette Renault, il y avait André Gagnon, et que eux ont remarqué qu'il y avait du talent dans ce que je faisais. Eh bien, ça m'a convaincu que peut-être que je devais développer un petit peu plus ce talent-là. Et cette chanson, c'était La Veilleuse. Tu sais, la nuit fait peur à ceux qui sont petits, alors on se garde un peu de lumière. Je veux un rayon de soleil après ma vie, une veilleuse dans les Chanson, une très belle chanson. Et effectivement, vous ne pensiez pas monter sur scène toute votre vie. Ben non, on dirait que les rêves se sont réalisés avant que j'aie le temps de les formuler, ces rêves-là. Donc, puis
aussitôt que je me disais, hey, verrais-tu ça? Ça se passerait. Puis avec ma sœur Diane, qui est ma grande complice, souvent on rêve comme ça. Et puis peu après, les choses se réalisent. Donc, moi, je me gêne jamais pour rêver très, très grand. Le fait que j'ai rencontré Johnny Hallyday dans ma vie, déjà me prouve que les rêves se réalisent parce que c'était complètement impossible. Et au départ, votre but, c'était pas la chanson. Vous faisiez des études littéraires et vous avez commencé à écrire un roman, je crois. Oui. J'ai essayé d'écrire un roman lorsque j'avais 17 ans. Je savais que j'étais complètement passionnée par l'écriture. Je me disais, il faudrait que je me lance. Et comme je me connaissais pas encore de talent de chanteuse, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est ça, je vais être romancière. Mais ça n'a pas été concluant. Je pense que la forme d'une chanson, j'aime résumer les histoires, faire un scénario, mais à l'intérieur de 3-4 minutes, là, c'est réellement là que j'ai trouvé ma voie. Alors, le festival de Granby a été le point de départ. Il y a eu un album Y qui a été disque de platine au Québec, qui a été un grand succès au Québec. Très grand succès. Ça aussi, ça m'a vraiment surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'un si large public accroche à ce que je faisais comme poésie. J'avais toujours l'impression, au départ, dans ma carrière, que ce serait quelque chose d'un petit peu underground, que ça intéresserait pas le large public, que ce serait pas populaire. Et finalement, que ces textes-là, qui étaient quand même assez particuliers et bien fourni, très dense, touche autant de gens, ça me surprend encore aujourd'hui. Voilà, c'est la seule erreur de votre vie, c'est de penser que vous n'auriez pas de succès. On va continuer à évoquer votre carrière à travers une autre date, le 29 novembre 1998. À tout de suite sur Sud Radio avec Linda Lemay. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Linda Lemay. 11 albums en même temps, ça on va en parler tout à l'heure. Oui. Et puis cette vie qu'on revisite. Et je parle du 29 novembre 1998 parce que dans le journal télévisé, c'est la première fois que Charles Aznavour parle de vous et il dit « C'est affreux ce que je vais dire, mais elle écrit comme un homme ». C'est vrai, il avait dit ça. Oui, ben, peut-être parce que j'avais pas peur des mots, puis que lui, il connaissait plus d'auteurs qui n'avaient pas peur des mots chez les hommes que chez les femmes. Mais en tout cas, j'ai pris ça comme un compliment. Et dans ce journal, il annonce qu'il fera ses adieux à l'an 2000. Il a fort heureusement tenu plus longtemps. Oui. Alors, tout a commencé en Suisse, c'est au Festival de Montreux, le 13 juillet 1996. Vous venez pour un hommage à Charles Trenet au départ. Exactement. Donc déjà, c'est très impressionnant pour moi de participer à cet événement-là. Et ce que je savais pas, c'est qu'aux côtés de Charles Trenet, au premier rang, il y avait Charles Aznavour qui était là, qui, tout de suite après une des interprétations d'une chanson de Trenet que j'ai faite, il a levé le pouce en l'air comme ça, en signe d'approbation. Alors, j'étais complètement encouragée à montrer encore plus ce que je savais faire. Et puis, quand j'ai chanté La Visite, là, il était écroulé de rire. Et ça a été une triple rencontre vraiment marquante pour moi parce que non seulement je rencontrais les deux grands Charles, mais en plus Gérard Davoust, qui est mon ami, qui est mon mentor depuis ce moment-là. Effectivement, La Visite, on va en écouter un extrait. Je veux pas de visite parce que j'ai pas passé le balai, parce que j'ai pas de liqueur au frais. Je veux pas de visite, je veux pas leur dire comment je vais, et puis j'ai les cheveux tout défaits. Je veux pas de visite. Alors, moi, j'ai vécu cette séquence, je m'en souviens très bien. Oui. C'est-à-dire que vous êtes arrivé sur scène en chantant « Je veux pas de visite ». Tout le monde était écroulé de rire. Et Charles Aznavour a dit à Gérard Davoust, son associé, car c'est son associé dans l'édition Raoul Breton, a dit « Va voir si elle a un éditeur en France ». Exact. Et il est venu voir en coulisses. Oui, j'ai été invitée dans la loge donc des deux grands Charles, où est-ce que Gérard était aussi. Et j'en revenais pas de voir leurs yeux qui brillaient. Moi, j'en revenais tout simplement pas d'être invitée là. Quand je disais que souvent les rêves se réalisaient avant que je puisse en rêver, ben c'est un exemple parfait. Alors, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Gérard Davoust vous a dit voyons-nous. Et je crois qu'il est venu au Québec et c'est dans un bureau, vous avez passé une audition, Linda Lemay. Oui, c'est vrai. Je voulais. Je pense que Gérard était très intéressé à savoir ce qu'il y avait d'autre derrière La Visite. C'est bien beau d'avoir une bonne chanson, mais est-ce que j'avais quelque chose qui pouvait nourrir une carrière autour de ça? Et là, j'étais assise là avec ma guitare et j'ai commencé à lui chanter une chanson, puis une autre chanson, puis une autre chanson. Et je voyais qu'il y avait encore de l'intérêt, qu'il semblait ému, il prenait
prenait des notes et tout ça. Là, au bout de la 20e, j'ai dit, t'es pas tanné? Et puis, il me disait, non, vas-y, continue. Je lui ai chanté ce jour-là 30 de mes chansons. Et je pense qu'il y a une majorité des chansons que j'ai chantées ce jour-là qui, finalement, se sont retrouvées à voyager à travers le public un petit peu partout dans la francophonie grâce à mon Gérard et à Charles. Voilà. Il faut savoir, Gérard Davoust a travaillé entre autres avec Georges Brassens, Serge Lama, il a découvert Mort Schumann avec le Lac Majeur, donc il connaissait le métier. Il connaît le métier, oui. Alors, moi, je me souviens aussi d'une chose, c'est qu'il y avait dans la loge, il y avait un directeur, que je ne citerai pas, d'une maison de disques, qui a dit, mais c'est formidable ce que vous faites, est-ce que vous avez fait un disque? Et vous avez répondu, oui, depuis 1 an, il est chez vous et personne ne l'écoute. Ça, je m'en rappelais pas que j'avais dit ça. Mais c'est mon genre. De toute façon, le premier album que j'ai fait, j'en faisais la promotion d'une façon assez bizarre. Parce que je disais, attendez, le deuxième, il va être meilleur. Donc, moi, d'aller chercher le succès pour le succès, c'était pas ça ma façon de faire. Si j'avais des nouvelles chansons que je préférais aux anciennes, eh bien là, je vendais d'avance les nouvelles chansons. Et c'est un peu ce que je fais avec mon gros projet aujourd'hui aussi. Je vous dis, suivez-moi jusqu'au bout. Les meilleurs sont toujours à venir. Voilà. En tout cas, le directeur de cette maison de disques, vous l'avez pas suivi. Il vous a dit déjeunons le lendemain. Vous avez dit non, je repars au Québec. Vous avez été très clair. Bon, ça règle le problème. Alors, Charles Aznavour, bien sûr, vous a suivi, Gérard Davoust aussi, mais Charles Aznavour, vous lui avez rendu hommage devant lui dans une chanson. Oui, il n'y a que vous, ignorant ceux qui trichent, écrivant avec goût, rimant on ne peut plus riche, faisant autant de jaloux que de gens qui vous récitent, qui quand ils vous imitent, ne vous arrivent pas aux genoux. Oui, il n'y a que vous, maîtrisant le crayon et devenant du coup plus grand que l'émotion, plus grand que les pays. Cette chanson, c'est un hommage que vous avez écrit spontanément. Oui, c'est ce qui m'inspire. Et encore là, je trouvais que mes mots étaient tellement petits à comparer à ce qu'il dégage, à la grandeur de son œuvre. Et vous avez chanté la chanson devant lui à l'Olympia. Oui, quel moment d'émotion. Et en plus, on a eu la chance que ce soit capté sur un DVD. Alors ça, c'est très cher à mon cœur. C'est-à-dire qu'il est dans la salle, il vous fait un petit signe, un baiser de loin, et toute la salle se retourne et se lève pour l'applaudir. C'était beau, hein, ça. Oh mon Dieu, le souvenir. Mais j'ai de la chance, quand on se met à parler de ma vie comme ça, des moments importants, j'en reviens pas. On dirait que dès que j'arrête, que je prends un petit moment à l'écart, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a vécu tout ça parce que ça peut pas être la petite Linda de Portneuf qui a droit à tant de beaux rêves réalisés. Et Aznavour, vous savez qu'il a failli rester au Québec. Quand Piaf l'a envoyé au Québec pour chanter, ça se passait bien avec Pierre Roche, c'était un duo à l'époque. Il aurait pu rester là-bas, mais Pierre Roche est tombé amoureuse d'une chanteuse agléée. Et donc, il a arrêté le métier et Aznavour est revenu en France, contraint et forcé, sans un rond au départ. Oh, je savais pas ça, cette partie de son histoire. Alors, le parcours n'a pas été facile pour lui, mais pour vous non plus, parce qu'en France, ça n'a pas été immédiat, Linda Lemay. Ça n'a pas été immédiat, mais ça m'a pris... Il fallait que tout le monde y croie autour de moi, puis c'est ce qui s'est passé. Donc, on s'est installé à un moment donné dans la petite salle de l'Européen à Paris. Il y a eu le Sentier des Halles avant. Il y a eu le Sentier des Halles avant. Ça a été un grand moment aussi parce qu'on venait de vivre la crise du verglas au Québec. Ça avait été épouvantable. On n'avait pas d'électricité, il y avait de la glace partout, les pylônes d'électricité étaient tout détruits. Et moi, quelques jours plus tard, je prenais l'avion avec mon bébé qui était fraîchement né presque. Et puis j'allais faire une de mes premières représentations à Paris et je savais en plus que Charles Aznavour allait être dans la salle. Imaginez la pression et avec le manque d'électricité, j'avais attrapé un petit rhume en plus. Alors, il n'y avait rien pour m'aider et je ne peux pas croire que dès cette première représentation-là, ça a été finalement la perfection. Ça s'est bien passé. Il n'y avait que de l'émotion dans la salle. Le public a été conquis et ça a été le début d'une grande, grande aventure. Donc, il y a eu l'Européen pendant 2 mois et demi. Alors, l'Européen, moi, je m'en souviens très bien. Au début, ça ne marchait pas du tout. Et puis, un jour, il y a eu un déclic. Oui, ben c'est le bouche à oreille qui, à un moment donné, a commencé à faire son œuvre, son travail. Et fait qu'au début, j'étais là puis je m'informais à Gérard. Moi, mais t'es sûr qu'il n'y aura pas plus de personnes que ça? S'il y a 30 personnes ou 40, je ne sais pas combien il y avait de personnes. Et puis, à un moment donné, on a vu que ça a commencé à se remplir. Et quand on a fait la dernière semaine, c'était plein à craquer. Et à partir de ce moment-là, on a fait le Bataclan. On n'avait même pas eu besoin d'afficher. Puis tout de suite, après, on a commencé à faire les Olympias. Donc, voilà, c'est le début de l'histoire.
Mais à un moment, vous avez dit, ça marchera jamais, je retourne au Québec. Non, vous n'avez pas pensé ça, Linda Lemay? Non, moi, je suis positive et je crois aux choses impossibles. Parce que sinon, je me serais jamais lancé le défi de faire ce que je fais en ce moment. Le défi, il était 11 fois. Alors, le 15 février 2003, c'est les Victoires de la musique. Vous êtes l'artiste de l'année. Là aussi, c'est quelque chose d'inespéré. Ah, mais je suis toujours très, très, très nerveuse de recevoir des prix. J'ai l'impression que c'est trop grand, mais en même temps, je suis très, très, très touchée de sentir que le métier m'acceptait, m'ouvrait les bras. Ça, déjà, Charles Aznavour l'avait fait, puis là, tout à coup, c'était encore plus large. Et puis, vous avez une caractéristique, et ça, c'est rare. Vous recevez vos fans après le spectacle pour des séances de dédicaces qui durent jusqu'à quelquefois 2 heures du matin. Pour moi, ça fait partie du spectacle de rencontrer les gens jusqu'à la dernière personne qui veut me voir. Pas pour faire un cadeau aux gens, c'est moi qui me fais un cadeau. Je me nourris énormément de leur confidence, puis c'est de l'échange d'amour, tout simplement. Et c'est magnifique. Un public qui est devenu un ami, parce qu'il y a des fans qui viennent vous présenter leurs enfants aujourd'hui. Ah oui, mais souvent, les gens arrivent à 3 générations et je trouve ça super touchant. Puis tu vois, les enfants ont autant d'étoiles dans les yeux que les grands-parents, malgré que souvent, dans mes chansons, j'ai des sujets très lourds quand même, puis qui parlent de fin de vie, puis de toute une philosophie et tout ça. Et tous les âges me suivent, alors je trouve ça sécurisant même pour l'avenir, parce qu'il y a de la relève chez mon public. Et alors, il faut savoir que vos séances de dédicaces sont longues, mais la plus longue séance d'autographe dans le monde, c'est un Belge qui s'appelle Quentin Mossiman, qui détient le record avec 7 heures d'autographe à la Médiacité de Liège. Oh, wow! Ah ben là, moi, ça va être 11 heures bientôt. Alors, non, à propos d'heure, le décalage horaire ne vous pose pas de problème, car vous n'en tenez pas compte. Non, c'est vrai, quand j'arrive ici, j'essaie de garder mon horaire du Québec, parce que souvent, je suis ici pas vraiment plus longtemps que pour 2 semaines. Tu sais, je fais pas durer les séjours plus longtemps que ça, parce que je retourne voir ma petite famille, mes 2 filles extraordinaires qui vivent là-bas, qui vont à l'école là-bas. Donc, évidemment, je reviens à la maison. Et quand je suis ici, je vis de nuit. Comme ça, quand je reviens à la maison, je ne suis pas décalée. Voilà. Vous vivez de nuit, mais ça commence un peu plus tôt. On va en parler avec une autre date, le 2 octobre 2016. À tout de suite sur Sud Radio avec Linda Lemay. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Linda Lemay. Tout à l'heure, nous parlerons de ce pari insensé, ces 11 albums. Mais il y a aussi un autre chiffre important, c'est 60. Le 2 octobre 2016, c'est votre 60e Olympia. Je crois que c'est le record pour un artiste étranger. Oui, 60 Olympia. Je pense que c'est là que j'ai commencé à réaliser que ça frôlait le record, effectivement. Et puis là, on est arrivé à 62 Olympias, la dernière fois que je me suis produite à l'Olympia, et on prépare le 63e déjà. Donc, c'est grâce au public qui est fidèle. Je pourrais jamais les remercier assez. Voilà, l'Olympia, c'est les lettres rouges. Et les lettres rouges, vous savez d'où ça vient? Pourquoi elles sont rouges sur la façade de l'Olympia? Non. Parce que quand Bruno Cocatrix a acheté l'Olympia, qui était un cinéma, ouais. Il était à côté à la Comédie Comartin, il apprend que l'Olympia est à vendre, il l'achète. Il y avait déjà des lettres rouges pour annoncer les films. Ah. Et c'est pour ça qu'il a gardé le principe. Ah, c'est génial, et c'est devenu le titre d'un de mes albums qui a été très apprécié. Oui, et d'ailleurs, de cet album, il y a une chanson qui s'appelle Du coq à l'âme. Je serai logique ou je serai folle, je serai laide ou belle. Je vais me lancer du haut du ciel jusqu'au dernier sous-sol. Je serai mauvaise ou je serai bonne, angélique ou démone. Je vais passer du rire au drame, passer du coq à l'âne. Alors, je crois qu'il n'y a pas une chanson qui résume plus votre personnalité, Linda Lemay. Oui, souvent, quand je fais des albums, je choisis des chansons qui sont très déchirantes. On va loin dans les émotions lourdes, et puis après ça, on va passer totalement à l'autre extrême avec beaucoup d'humour, des moments de la vie quotidienne et tout ça. Donc, du coq à l'âme, je choisissais ces mots-là pour décrire cette envie que j'ai d'aller toujours aux extrêmes dans l'émotion. Oui, parce qu'il y a des chansons drôles, d'autres chansons tristes. C'est selon le moment. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie? C'est toutes les situations? Toutes les situations. Je pense que je ne me censure que très rarement. Si je sens qu'un sujet va être trop délicat et que je sens que je le connais pas assez, à ce moment-là, je vais peut-être quand même écrire la chanson, mais je vais la garder dans mes tiroirs. Je me sens quand même une responsabilité quand j'aborde toutes sortes de thèmes, mais quand je sens que j'ai trouvé les bonnes images et les bons mots, la bonne poésie pour faire en sorte qu'un sujet très lourd devienne justement plus supportable, et bien là, je vais le partager avec le public. Oui, et en même temps, c'est instinctif. C'est-à-dire qu'une chanson, elle peut naître en 2 minutes comme en 2 heures.
Oui, ou en 2 ans. Il y a même des chansons parfois qui prennent encore plus de temps que ça. Si on pense à la première chanson de tout mon grand projet qui s'appelle Le Monde, la première chanson, ça avait été commencé il y a peut-être 20 ans et j'ai retrouvé le petit début de chanson puis j'ai tout terminé ça juste avant le grand projet. Donc parfois, c'est sur des années que ça se construit. C'est Charles Trenet qui m'avait raconté un jour, à 5 ans, il avait commencé à écrire une chanson, La Tramontane. Il l'a terminée à 83 ans. Ça, c'est l'exemple parfait. Alors, qu'est-ce qui déclenche? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est une rencontre qui déclenche une chanson chez vous, Linda Lemay? Ça peut être n'importe quoi, mais c'est sûr que les rencontres, c'est très inspirant pour moi parce que, moi, je peux écrire plusieurs chansons qui sont très autobiographiques, mais parfois, lorsque je rencontre les gens, je me reconnais en eux, mais ils me racontent quelque chose que moi, j'ai pas vécu, qui est bouleversant, je vais avoir l'impression de le vivre et on dirait que je ressens comme une urgence de l'exprimer avec ma poésie, avec ma musique. Et puis tout à coup, je sais pas, j'ai l'impression de le vivre un petit peu à mon tour. Mais c'est presque un don. Vous mesurez que vous avez un don rare? Je commence à penser que c'est un talent, ça c'est sûr. Puis on m'avait confirmé quand j'étais très jeune, t'as un beau talent dans l'écriture, tu devrais développer ça. J'ai suivi le conseil et puis ça fait en sorte que je me fais confiance. Lorsqu'il y a une montée d'émotion, je lui obéis. Je suis pas en train de me freiner ou je suis pas en train d'essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Je fais confiance à la magie. Écrire des chansons, souvent, c'est tout simplement magique. Il ne faut pas essayer de l'expliquer ou de le comprendre. Ça sort, c'est beau, ça devait exister. Oui, il y a les paroles et il y a la musique derrière. Oui. Et alors moi, spontanément? Spontanément, des fois, c'est la musique qui va inspirer le texte. Des fois, c'est le texte sur lequel il va falloir que je mette une musique, ce que je trouve un petit peu plus compliqué. C'est ce qui fait en sorte que parfois, pour un seul texte, avant de m'arrêter sur une musique, je vais en écrire 20. Et puis, à un moment donné, je vais me dire, je pense que la meilleure, c'est celle-ci. Mais ça, on en reparlera parce que dans le grand projet, je me suis amusée à montrer un petit peu de quoi ça avait l'air, cette composition de plusieurs musiques pour un seul texte. Et puis vous observez les Québécois et les Français, ce qui est quand même un privilège assez rare. C'est fou, hein? Je suis contente parce que ça aurait pu être difficile d'adapter mon langage pour un autre marché. Puis finalement, je suis arrivée telle que je suis en chanson en France, comme en Suisse, comme en Belgique. Et partout, on dirait que mes chansons touchent de la même façon. Oui, et en même temps, le Québécois, c'est compliqué. Moi, je me souviens d'avoir vu un spectacle d'un Québécois au Théâtre Saint-Denis. Toute la salle riait. Je n'ai pas compris un seul mot. Et voilà, c'est là où est-ce que je me sens privilégiée, que malgré mon accent, malgré mes expressions, je suis bien comprise. Alors, je ne sais pas si c'est les mimiques dans ma face qui font que je mime tellement bien mes chansons que le public français me suit très bien. Et les Français, vous les avez évoqués dans une chanson, les maudits Français. Ils ont des tasses minuscules et des immenses cendriers. Ils font du vrai café d'adulte, ils avalent ça en 2 gorgées. On trouve leurs gros bergers allemands et leurs petits caniches chéris sur les planchers des restaurants, des épiceries, des pharmacies. Voilà, Oui. c'est une façon de se moquer des Français. Une façon gentille de se moquer des Français, de jeter un regard très québécois sur ce qu'il y a de... Parfois, il y a des petites différences entre notre façon de faire les choses et votre façon de faire les choses. Et je trouvais ça amusant de relever tout ça dans une chanson. Et je crois que ce que le public des maudits Français ont retenu, c'est réellement mon amour pour votre beau peuple. Mais oui, en plus, vous faites des tournées, vous découvrez des restaurants fabuleux. Mais je suis attachée. Moi, depuis des années et des années, je me sens à la maison quand je viens vous voir ici. Bien évidemment, c'est devenu ma deuxième maison. Voilà. Le premier à se moquer des Français, j'ai découvert, c'est un bouffon qui s'appelait Brusquet au XVIe siècle. Et Philippe II d'Espagne était tellement charmé par son esprit qu'il l'a fait venir à sa cour pour égayer la cour de ses saillies. Ah oui? C'est le premier bouffon, c'est l'ancêtre de ses chansons. Ah, c'est bon ça. Et puis, il y a une chose étonnante, c'est qu'en France, l'accueil du public n'est pas le même qu'au Québec, Linda Lemay. C'est pas le même qu'au Québec, mais en même temps, avec mes chansons à moi, les gens s'amusent des mêmes thèmes, les gens vont être touchés par les mêmes histoires aussi. Mais il y a chez le public français une façon d'exprimer leur enthousiasme qui est assez convaiquante. C'est-à-dire que dès que vous rentrez en scène, ils sont debout, ce qui n'est pas toujours le cas au Québec, même si on vous aime. Oui, c'est ça. C'est plus discret au Québec. Au Québec, par exemple, j'aurais jamais entendu
avant d'entrer sur scène, un public chaud en train de crier « Linda! 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 » Au Québec, c'est le silence. Et là, quand je mets les pieds sur scène, il y a des applaudissements timides. Les gens reçoivent les chansons de la même façon. Il y a autant d'amour, mais c'est pas exprimé de la même façon. Oui, et puis en plus, les salles sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en France, il faut retenir 1 an ou 2 à l'avance une salle. Au Québec, du jour au lendemain, on peut avoir une salle. Oui, puis nul n'est prophète en son pays non plus. Moi, parfois, je vais avoir du mal à remplir un 300 places au Québec, alors qu'ici, ça fait bientôt 63 fois que je vais faire des Olympias complets, pleins à craquer. Donc, c'est différent à ce niveau-là aussi. Je crois qu'au Québec, peut-être aussi, qu'il s'est passé des événements qui ont fait en sorte que je suis une vedette. Les gens pensent me connaître, mais connaissent très peu mon répertoire, finalement. C'est curieux, hein? Ouais. Effectivement, nul n'est prophète en son pays. Et vous ne vous considérez pas comme une chanteuse, mais comme une raconteuse. Oui, parce que, encore une fois, je le répète, comme ce sont les textes qui m'ont mené à la chanson et non ma voix, je me considère encore aujourd'hui comme une raconteuse. Si j'ai pas le plaisir de raconter des histoires, de faire des petits scénarios de films dans mes chansons, j'ai pas de plaisir juste à laisser sortir ma voix. C'est pas, je suis pas une chanteuse qui pourrait chanter n'importe quoi. Il faut que je chante mes propres textes pour sentir que j'apporte quelque chose de différent au monde. Oui, mais il faut les apprendre, ces textes. Vu le nombre de textes que vous écrivez, comment vous faites, Linda Lemay? Prompteur sur scène. Depuis quelques années, c'est vrai que j'ai un prompteur sur scène pour avoir les nouveaux textes, parce qu'en plus, j'improvise beaucoup dans mes spectacles. Et en plus, depuis quelque temps, je fais des demandes spéciales, je réponds à des demandes spéciales. Alors, je suis tout le temps en train de performer sur des chansons que je connais même pas encore par cœur. Alors, en revanche, il y a des chansons incontournables dans votre répertoire depuis des années, comme celle-ci. Des souliers verts à talons hauts dans le garde-robe. Une paire de souliers verts aussi suspects qu'ignobles. Je les ai regardés droit dans les semelles quand ils m'ont sauté dans la face. Alors cette chanson, je crois que l'idée est née de Denise Bombardier, qui est une romancière québécoise. Oui, exactement. On était au resto ensemble à un moment donné avec Denise Bombardier, qui, bon, se faisait des confidences, puis on riait, puis on se prenait pas au sérieux. Et elle m'a raconté que son ancien copain avait nié savoir d'où provenaient ces chaussures vert pomme, qu'elle a dit, à talons aiguilles. Puis la façon qu'elle a eue de me dire, j'ai pris les chaussures et je les ai jetées à la poubelle. Et moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Et alors, comme je le fais souvent lorsque je reçois une confidence comme ça, je le fais passer par moi. Je me suis dit, oh mon Dieu, moi, j'étais très en amour à l'époque avec le père de ma première fille. Et là, je me disais, s'il fallait que je découvre quelque chose de suspect comme ça, comment je réagirais? Et c'est ça qui a été le point de départ de la chanson. C'est quand je me suis mise dans la situation. Et la chanson est tellement célèbre que vous la gardez à chaque fois, mais vous avez fait évoluer le rythme, je crois. Dans le dernier spectacle, parce que j'ose avouer au public en plein milieu de la chanson que j'en ai marre de chanter les souliers verts. Chanter de l'humour à répétition sur scène, à un moment donné, ça devient un peu lassant parce que on se dit, oui, mais il n'y aura pas de surprise. Je pourrais pas surprendre les gens avec des nouvelles blagues. Alors, pour essayer de renouveler la chanson, ben, je trouve toujours des petits trucs et ça me surprend moi-même. Donc, je continue de m'amuser en l'offrant au public. Il y a une autre surprise dans votre vie, c'est que vous ne pensiez pas avoir des enfants. Et finalement, vous en avez eu 2 et vous avez même chanté la naissance de l'un d'entre eux. Il y avait toute la famille dans la cafétéria. Ça mangeait des croustilles, ça buvait du cola. Et puis il y avait ton père que je sentais faiblir et qui savait pas quoi faire et encore moins quoi dire. Et cette chanson, elle fait partie des incontournables. Et c'est vrai que les enfants, ça a été une découverte pour vous, Linda Lemay. Oui, parce que même pour ma famille, je pense que personne ne se doutait qu'un jour j'aurais l'appel du ventre et que je sentirais l'instinct maternel naître. C'était pas là depuis ma tendre enfance. Je jouais pas à la poupée et tout ça. Et je pensais pas avoir des enfants dans ma vie. Mais quand on connaît l'amour à un moment donné, puis qu'on est passionné, puis qu'on se dit, oh mon Dieu, on pourrait se reproduire. Alors, on cède à la tentation et je me suis offert les 2 plus beaux cadeaux du monde. Elles me rendent totalement choyée, comblée.
Oui, mais encore faut-il s'organiser quand on est artiste, qu'on passe sa vie entre la France et le Québec. Je dirais pas que c'est pas compliqué. Non! Et c'est compliqué et il y a toujours la culpabilité de la mère qui doit s'absenter. C'est lourd à porter, mais c'est pour ça que j'essaie de travailler mes horaires pour faire en sorte que je sois toujours de retour auprès d'elle après très peu de semaines d'absence. Donc 2 semaines maximum. Et 25 ans après, vous imaginiez que vous en seriez là aujourd'hui, Linda Lemay? Je pouvais pas imaginer ça. Mais moi, je fais confiance à la vie. Puis de plus en plus, je dirais que je fais confiance à la vie. Je vois où est-ce qu'elle me mène. Et puis, je me réjouis de ce que je découvre. Et puis ensuite, vous avez envie d'aller de plus en plus loin. Oui, vraiment. L'envie de chanter est décuplée avec le succès, non? Oui, sauf que j'ai connu un petit passage à vide, on appelle ça comme ça, vers la fin de la quarantaine. J'ai trouvé ça plus difficile parce que quand on est dans le tourbillon, justement dans des voyages, des allers-retours tout le temps, puis plein de responsabilités, puis qu'on se rend pas compte que les choses dérivent un petit peu, qu'on fait un petit peu moins les choses comme on devrait les faire. Alors, ça a pris un moment d'arrêt total pour que je me retrouve. Et là, quand je me suis retrouvée pas à peu près. Et c'est là que j'ai eu la fameuse idée du 11 albums. Et on va en parler à travers une autre date, le 20 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Linda Lemay. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Linda Lemay. Donc, on a parlé du passé. Et puis, le grand projet depuis quelques années, il y a 2 albums qui sortent le 20 janvier 2023, 6 et 7. Un projet qui s'appelle Il était 11 fois. Alors, c'est une aventure unique qui mériterait d'entrer dans le livre des records. Oui, c'est un projet démesuré, disons-le, mais faut croire que mon inspiration au moment où j'ai eu ce flash-là de faire ça était aussi démesurée. Peut-être dû au fait que je m'étais absentée de la scène pendant quelques années et que ça m'a manqué pas à peu près. Donc, quand je me suis retrouvée, quand je me suis sentie en forme à nouveau et tout ça, eh bien là, il y a eu des débordements d'émotions qui étaient tellement grands que je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Mais c'est aussi lié au départ de mon plus fort de papa. Parce que dans les semaines qui ont précédé son départ, on a vécu des choses extraordinaires, des moments où est-ce qu'on a même composé des chansons ensemble, c'est-à-dire qu'il me lançait des rimes, moi j'essayais de placer ces rimes-là dans des chansons. Bref, des moments extraordinaires et une promesse aussi que je lui avais faite, j'avais dit, hey, ces chansons-là qu'on vient de faire ensemble, ce qui avait jamais existé avant dans nos vies, ça devrait devenir un opéra ou en tout cas quelque chose de grand. Quelques mois plus tard, j'étais dans un petit café et là, j'ai eu le flash de faire quelque chose de démesuré et je pense que c'est lié à ce sentiment d'urgence. Quand j'ai vu papa partir, je me suis dit, hey, la vie peut vraiment basculer d'un jour à l'autre. Ce serait peut-être le moment aujourd'hui de faire ce que j'ai envie de faire et de m'offrir toute la liberté dont j'ai besoin pour faire des choses que j'ai jamais osé faire auparavant dans ma carrière. Alors, il était 11h11 exactement et ça a été un déclic. Oui, 11h11, le téléphone de ma fille a sonné dans mes mains parce que ma fille était à l'école juste à côté et elle pouvait pas avoir son téléphone avec elle dans sa classe. Alors, j'ai vu que elle, le 11, devait avoir une importance parce qu'à 11h11, elle avait mis une alarme et c'était écrit « Make a wish », fais un souhait. Alors, c'est ce jour-là que j'ai écrit le projet au complet. J'ai fait comme un plan de match de 11 albums. J'ai écrit les 11 thématiques sur lesquelles je voulais écrire. C'était important pour moi d'écrire là-dessus. Donc, il y avait l'amour, la famille, la fin de vie, mes premiers pas en chanson aussi pour aller chercher des anciennes chansons. Bref, tout ça, c'est sorti ce jour-là. Et vous vous êtes donné même un défi, c'est enregistrer l'ensemble en 1111 jours. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que c'est la 1111e émission aujourd'hui. Pour vrai? Oui. Ah! C'est fou! Incroyable! Ah, c'est complètement fou. Ah ben là, tu vois, je crois encore plus au destin. Et dans cet album, il y a 11 albums, il y a le 20 janvier est sorti le 6e et le 7e, et il y a cette chanson dans le 6e. Maintenant que les hommes se rasent les jambes, autant que les femmes se font des brosses. Maintenant que les femmes se tatouent des encres, autant que les hommes s'épilent le torse. Maintenant que les femmes brassent des affaires, autant que les hommes tiennent des biberons. Maintenant que les mâles font la tourtière, qui se fera manger au réveillon par des femmes aux bedaines de bière, qui portent fièrement le pantalon déboutonné à la lisière d'un spectaculaire buisson. Maintenant que les femmes ont assez de couilles pour initier la grande demande, maintenant que les femmes s'agenouillent sans oublier qu'elles restent grandes. Voilà, ça faut oser le chanter, Linda Lemay.
Oui, ben, j'ai jamais eu peur des mots et des images fortes. Vous l'avez montré déjà avec dans d'autres chansons. Et c'est vrai que ça correspond à une étude de notre société. Ben oui, moi, c'est ça. C'était ma petite réflexion sur cette fameuse égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'on va y arriver un jour et tout ça? Puis les petits pas qu'on fait nous mènent à un endroit où est-ce qu'on est plus confortable. Et la vie est plus confortable. Alors, il faut encore trouver beaucoup de chansons pour faire 11 albums. C'est-à-dire 11 fois 11, c'est quand même important. Mais il faut avoir des idées. Et tout ce qui était autour de vous, vous avez des idées même pendant le confinement. Oui, ben c'est là que j'ai écrit et bâti une grande partie de... en fait, non, ça précédait le confinement. J'avais déjà eu des idées, j'écrivais comme une folle. Et puis quand la pandémie a commencé, puis que ça a été en plein confinement, ben là, j'ai pas perdu mon temps parce que ça m'a permis justement encore plus de temps pour me concentrer sur le projet. Et vous avez trouvé un studio, vous avez tout enregistré en 1111 jours. Oui, et il a fallu qu'on ait des permissions spéciales parfois là, pour pouvoir aller en studio parce qu'on était bloqués dans nos maisons et tout ça. Alors, on fallait signer des papiers, puis là, j'avais le droit d'aller en studio. Et puis, j'ai tout enregistré avant la fameuse date du 11/11/2020, là où est-ce qu'on a sorti le premier des 11 albums. Et je me rappelle que comme c'était la pandémie, on m'a déconseillé cette date-là, qui était très importante pour moi. On m'a dit, non, mais là, ça va être difficile. C'est déjà difficile de vendre des albums. Là, tu t'en vas commencer à sortir ton premier album de 11, mais dans une période où on n'en vendra pas. Les magasins seront même pas ouverts. J'ai dit, non, je veux quand même commencer ça là. On commencera ça en toute discrétion. Puis il y aura un beau crescendo. Et jusqu'à maintenant, ben, ça suit le plan que j'avais dans ma tête. Oui, parce que finalement, le premier album est sorti et les autres ont fait boule de neige. Et voilà. Donc, deuxième album, les 2 premiers sont sortis en même temps. Après ça, c'est ça. On a sorti les autres. On est rendu déjà au 6, 7e. Le 8e devrait voir le jour au mois de mai. Ces 3 albums-là qu'on sort début 2023, eh bien, ils ont un lien entre eux parce qu'au départ, je voulais les sortir en même temps, mais finalement, il y a eu des petits délais de production. Je suis productrice donc de ces albums-là. Donc, on sort Il n'y a qu'un pas janvier. Février, c'est Entre la flamme et la suie. Vous voyez le lien entre les titres. Et après ça, Il n'y a qu'un pas aussi. Entre le rêve et le souvenir, ça va être album de chansons de mes débuts. Voilà. Finalement, c'est un coffret à la fin avec 11 albums qu'on trouvera pour vos fans. Bien, ça, c'est sûr et certain. Je le vois dans ma tête, le coffret. Puis, il va y avoir des surprises dedans en plus. Alors, dans ce 7e album, il y a une chanson qui s'appelle Sous ton charme. On dirait que tu lis mes pas, que tu sais pourquoi je me braque. Tu te présentes à mes douleurs comme un remède miracle, une sorte de potion. Comme des bons bisous à boire, comme une sorte de permission de foutre mes larmes dans ton foulard. Et ça marche. Je tombe sous ton charme. Voilà. Alors, moi, je me demande, et j'arrive pas à savoir combien de chansons vous avez écrites. Est-ce que vous en connaissez le nombre, finalement, en tout? Je sais qu'il y a quelques années, on avait compté, mais ça doit faire déjà 10 ans de ça, et il y en avait au-dessus du millier. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup de chansons parce que là, avec tout ce que j'ai écrit pour ce projet-là, déjà, ça gonfle le chiffre. Et chaque fois, il y a des chansons qui reviennent sur scène dans un spectacle qui s'appelle La vie est un conte de fou. Là aussi, c'est du Linda Lemay. Complètement. La vie est un conte de fou et c'est vrai. Et en même temps, on se fait tellement de bien entre fous quand on se retrouve dans une salle de spectacle. C'est le confort total avec mon public. On a une complicité qui se décrit pas tellement c'est fort et c'est vrai. C'est beau. Oui, mais plus les années passent, plus vos spectacles durent longtemps. Le dernier, il dure près de 3 heures, ce qui n'était pas le cas des premiers, Linda Lemay. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, c'est que plus les chansons s'accumulent, plus il y a des genres d'incontournables qui s'accumulent et je veux pas non plus enlever toute la place aux chansons plus nouvelles qui vont surprendre le public et qui vont me surprendre moi-même au niveau des interprétations. Donc, ça prend de la place. Alors, j'ai besoin d'espace, on dirait, là, pour chanter
chanter tout ce que j'ai envie de chanter. C'est la raison du projet Démesuré et c'est la raison de la longueur des spectacles. Je pourrais les faire plus courts, mais comme je veux offrir aux gens des cadeaux, donc leur demande spéciale, j'improvise ces moments-là et ça fait que le spectacle dure plus longtemps, mais je m'arrange toujours en travaillant très fort en amont pour que le rythme du spectacle ne soit jamais brisé avec les demandes spéciales. Voilà, en tout cas, le public en redemande, même à la fin, donc c'est plutôt bon signe. Et les demandes spéciales, vous avez inventé quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire, on appelait ça à la radio le disque des auditeurs, où on demandait un disque pour quelqu'un. Là, vous avez transposé ça à la scène. Oui, exactement. J'ai décidé de demander aux gens de me faire des demandes spéciales sur les réseaux sociaux. Alors, chaque après-midi avant les spectacles, moi, il faut que je retravaille mon show, justement, pour pas briser le rythme du show. Il y a une grande partie du spectacle qui est bien rodé, qui est solide, donc on s'appuie là-dessus. Mais en même temps, il est jamais pareil comme celui de la veille ou celui du lendemain parce qu'il y a à peu près presque un quart du spectacle qui est improvisé pour le soir même. C'est ce que font les chansonniers et ce que faisait Thierry Leluron qui, à 20h, regardait le journal télévisé et à 20h30 avait un sketch sur scène qu'il improvisait. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'un prompteur parce que il y a des nouvelles choses. Des fois, j'improvise même la musique au moment de livrer un texte parce que je me rappelle pas de la musique qui avait été faite. Donc, avec mon musicien Claude Pinault, qui est vraiment extraordinaire et qui me suit comme ça à l'émotion, à l'oreille, avec son grand cœur. Tout le monde tombe en amour avec Claude Pinault quand il le découvre sur scène avec moi. On est le duo parfait pour oser des choses de ce genre-là. Et à propos d'amour, d'ailleurs, un jour, on vous a demandé une demande en mariage sur scène et vous vous êtes exécuté. À l'Olympia, c'était tellement touchant en plus. Un couple d'hommes et qui s'apparaissaient, ils étaient rayonnants, ils brillaient de tout leur feu, puis on sentait leur amour et on sentait l'importance pour eux de ce moment-là. Ça a été, la salle au complet a tellement vibré fort, là, c'est un souvenir impérissable. Et puis, il y a parmi ces nouvelles chansons, dans le 6e album, il y en a une qui correspond à des souffrances que nous avons quotidiennement. Avec ton casque à la con, tu te prends pour une auto de course, mais t'as l'air d'un champignon, et c'est dans le chemin que tu pousses. Quand la limite est à 100, toi tu te balades à 22, tu veux jouer avec les grands, tu veux qu'on te prenne au sérieux. Tête de bouchon. Tête de bouchon. Ça, c'est une chanson que ça fait quand même un bon petit bout que j'avais dans mes spectacles. Donc, c'est presque une chanson souvenir, mais ça n'a jamais existé sur album. Et comme je savais que les gens l'attendaient, j'ai décidé de l'ajouter sur cet album où est-ce qu'on parle beaucoup de violence sous toutes ses formes. Ça, c'est la rage au volant de quelqu'un qui n'en peut plus des cyclistes et tout ça, mais sur un ton très humoristique, où est-ce qu'on se prend évidemment pas au sérieux, puis des fois, ça fait du bien de dédramatiser avec de l'humour. Oui, exactement. Et d'ailleurs, Michel Sardou a dit un jour, le prochain, je me le paye. Ben oui, je pense qu'il aurait eu besoin de cette chanson-là pour se défouler un petit peu. Alors, plus les années passent, plus on peut dire de choses, finalement, libérer sa parole, Linda Lemay. Plus le temps passe, plus je libère ma parole, c'est ça? Oui, on dirait que je me sens de plus en plus libre, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, je fais attention pour ne... Tu sais, je ne veux blesser personne avec mes chansons, quand même. Et dans ces albums, il y a des duos avec des Québécois, et dans le 6e ou 7e album, je ne sais pas, mais quand 6e, il y en a une chanson, Mon drame, en duo avec Sanseverino. Oui. Bien sûr, c'était mon drame, c'était mon grand secret. Bien sûr, j'étais une femme, mais rien n'y paraissait. Bien sûr que dans ma barbe, moi je riais pas du tout. C'était insupportable, je pensais devenir fou. Alors ça, les duos, ça vous amuse beaucoup, c'est presque... C'est un plus. Oui, c'est un plus, mais dans le cas de ce grand projet-là, les duos, c'est assez particulier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un texte qui s'appelle Mon drame, qui parle de transidentité. Et comme ça parle de ce sujet-là, je me suis dit que ce serait intéressant de superposer à ma voix féminine une voix masculine pour bien imaginer le combat intérieur du personnage de la chanson. Alors, j'ai fait ça avec des artistes, des chanteurs que j'admire, que j'adore, et ils ont plongé avec moi dans ce projet-là. Il faut avoir des idées sans arrêt. Oui, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui... J'aime pas me répéter. Donc, oui, ma poésie, j'ai peut-être une signature dans ma façon de dire les choses. Ça évolue aussi avec les années. Mais j'aime ça, me surprendre moi-même. Et quand je suis surprise moi-même, d'habitude, ça fait le même effet au public. Conséquence, eh bien, elle est résumée dans un titre de chanson parfaite pour toi.
faite pour être avec un homme. J'ai jamais croisé d'esthéticienne. J'ai jamais fait faire mon bikini. À Noël, des fois, on m'offre des crèmes. C'est toujours au vidange que ça finit. Je connais pas de recette de rôti de porc. J'ai la bouche ouverte quand je pique un somme. Je suis pas sensuelle quand je bouge mon corps. Je suis pas faite pour être avec un homme. Et voilà. Là, j'ai plus de secret pour personne. Voilà. Mais le pire, en tout cas, ça évolue quand même parce que maintenant, je suis capable de faire un rôti de bœuf. Ce que je faisais jamais avant, quand même. Ouais, je suis devenue bonne dans les rôtis de palette. Fait que on s'améliore. Oui. Et sur scène, vous vous améliorez encore, même si on n'en a pas besoin. Et puis continuez à faire des rôtis de veau, des rôtis de porc et des chansons. Parce que bon, on a 7 albums et les 4 autres, c'est pour quand? Il faut que ça soit fini avant le 11/11/2023. Oui. C'est là que tout va être livré normalement. Si tout va bien, s'il ne me tombe pas de briques sur la tête, vous aurez droit à toutes ces chansons-là. J'ai hâte de vous les faire découvrir. Eh bien, vous viendrez les faire découvrir dans Les Clés d'une Vie. Oh oui. Où vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Merci, bravo, ne changez rien, continuez comme ça. Merci. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.